Et donc, on va maintenant accueillir Chiem Nasser qui va nous présenter une des possibilités, un des projets qui partage une partie des ambitions que tu as présentées. Chiem Nasser va nous présenter la Fondation pour l'Islam de France, ses enjeux, ses difficultés. Je suis particulièrement heureux de l'accueillir parce que voilà, on a commencé un peu à travailler ensemble et j'espère que ça va continuer. Bonjour à tous. Moi, je voulais remercier déjà d'une part chaleureusement Anneli et Olivier pour leur invitation. J'essaierai de ne pas trop coller au texte pour essayer d'avoir un échange avec vous sur les enjeux de cette fondation. Je dirais qu'après avoir vu l'intitulé en fait du colloque et le fait que je finisse, peut-être que évidemment la FIF est la solution à tous les remèdes et à toutes les discussions qui ont eu lieu aujourd'hui. Moi, je voulais dire juste à titre personnel que je vais aimer échanger chacun d'entre vous parce que les sujets m'intéressent, mais intéressent aussi la fondation. Donc, je dirais quand même deux, trois mots sur cette fondation avant d'exposer un peu les grands enjeux qui sont abordés par la Fondation de l'Islam de France et d'expliquer un peu dans un propos liminaire la création de la Fondation et ses objectifs politiques, eu égard à tout ce qui a été dit aujourd'hui, puisque grâce à Amélie, j'ai pu suivre en fait le colloque de mon lieu de travail, comme j'avais une activité très dense, donc ça m'a permis aussi d'écouter tout ce qui a été dit et d'entrer aussi en interaction. Mais je voulais juste dire, avant d'entrer dans le vif du sujet, que tout ce que vous avez dit sont au cœur des missions de la Fondation. Je dirais que la Fondation de l'Islam de France, et mon propos ce soir, c'est de faire un pas de côté par rapport à tout ce qui a été dit et d'aborder le nœud gordien en fait, de la question islamique dans notre pays. En 2015, suite aux attentats qui ont ensanglanté notre pays, et je profite pour saluer Asna et l'ensemble de ses travaux académiques qui ont permis d'appréhender le phénomène djihadiste dans notre pays, la puissance publique s'est demandé que faire. Que faire, comme Lénine se posait la question avant la révolution russe, sur la question islamique, que peut faire la puissance publique dans un contexte où le cadre républicano-laïque ne lui permet pas de s'immiscer, d'une part dans la théologie islamique, et de laisser une autonomie très large aux acteurs de musulmans pour répondre en fait à la problématique aiguë relative à la question du djihadisme. Et Olivier, ce matin, a abordé la délimitation complexe entre islam et islamisme. Et d'ailleurs, la FIF est au cœur de ce projet, sur comment délimiter en fait un objet qui est attentatoire sur le plan culturel à la France, mais pas que la France, parce que une partie du monde arabe subit cette agression culturelle, intellectuelle, parce que l'islamisme est aussi une idéologie. Et donc, pour revenir à la France, c'est que peut faire la puissance publique? Et le ministre Bernard Cazeneuve a une idée, c'est de revivifier une fondation qui malheureusement n'avait pas fonctionné au moment où Dominique de Villepin l'avait instituée, la Fédération des œuvres de l'Islam de France. On nomme à sa tête Jean-Pierre Chevènement. Donc il s'avère que j'ai fait partie de l'aventure collective parce que j'ai été son premier collaborateur. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Nomination postcoloniale, j'en passe. Je dis pas que ces questions n'étaient pas légitimes, mais avant même d'avoir commencé, cette fondation était délégitimée déjà d'une partie de la composante islamique de la nation, parce que la puissance publique s'immisce. Mais la puissance publique s'immisce sur la question islamique, eu égard aux querelles intestines, à la décomposition structurelle du culte islamique dans notre pays. Et donc la puissance publique, au nom de la préservation du bien commun, se pose la question comment agir intelligemment sur la question islamique. Et le rôle de la Fondation, si elle en a un, c'est de propager et de promouvoir un idéal culturel en lien avec la question islamique. Donc la FIF est, je dirais, à l'équivalent d'ailleurs de la Fondation du judaïsme français, le pôle éducatif et culturel pour promouvoir l'héritage et le legs civilisationnel islamique. Donc ça, c'est la grande idée. Et en lien avec Jean-Pierre Chevènement, on essaye de réfléchir intelligemment sur comment la Fondation peut travailler et intelligemment sur la question islamique dans notre pays, eu égard à la problématique lancinante que pose cette question dans notre pays. Donc on s'est dit qu'il y a trois grands axes. Le premier, c'est la connaissance de l'islam. C'est-à-dire que pour appréhender un sujet, faut-il le connaître? Alors, j'ai la chance
grâce à Olivier, d'intervenir sur cette question. Je dis d'emblée, je ne suis pas un universitaire. Je suis un praticien, mais qui a un amour incommensurable pour le débat d'idées. Donc, évidemment, vos débats, je m'y intéresse, mais je ne me permettrai nullement de revêtir la fonction de chercheur. Ce qu'on essaie de faire à la Fondation, c'est de permettre en fait, à ces chercheurs de pouvoir trouver un espace pour promouvoir ce que j'appelle un discours de la nuance. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la question islamique, je dirais c'est les passions politiques par excellence qui s'expriment. Je dirais qu'il n'y a presque plus d'espace. Et donc c'est pour ça que je suis très heureux de prendre la parole aujourd'hui pour essayer de discuter avec vous et d'essayer d'expliciter ce qu'on fait. Donc le premier axe, c'est le volet de la connaissance. Le deuxième, qui est en lien avec la question de la connaissance, c'est comment favoriser et soutenir la recherche académique sur la question islamique. Mais en lien, et je l'expliquerai, avec les objectifs aussi de la Fondation. Le troisième, c'est ce qui fait l'âme de la Fondation, c'est le pôle éducatif et culturel de la Fondation. Le quatrième, et ça a été abordé par notre ami Homero, c'est le volet de la formation profane des cadres religieux. Et je parlerai d'un cinquième axe qui est un peu le dialogue interreligieux et interculturel. Parce que même si la FIF est une fondation laïque à vocation éducative et culturelle, on souhaite partager le débat sur l'interreligieux. Parce que l'interreligieux, comme disait le premier président Jean-Pierre Chevènement, participe et revalorise aussi la question de la citoyenneté. Il rehausse aussi la question de la citoyenneté dans l'échange. Et je dirais quelques mots sur ce sujet. Et le dernier point que je voulais aussi aborder avec vous, et j'en reviendrai dans mon exposé, c'est la question des universités populaires itinérantes. C'est-à-dire que la FIF, pour que la Fondation ne soit pas simplement un lieu germano-pratin parisien intellectuel, il faut aller au cœur des territoires. Et là, je donnerai quelques éléments pour engager aussi la conversation avec vous. Donc le premier axe, qui est le volet de la connaissance. À la Fondation, on a remarqué, parce qu'on avait tous une culture du livre, que le poids du numérique avait pris un ascendant exponentiel. Et on s'est dit que pour mener la bataille culturelle sur la question islamique, il faut créer des supports numériques pour aussi mener cette bataille. Homero est un spécialiste de la question de l'islam numérique, et je pense que certains d'entre vous ont pu aborder le sujet sur les métamorphoses aussi de la question culturelle. Et on dit souvent que la civilisation islamique a raté l'imprimerie et qui est une cause du déclin de la civilisation islamique. Je dirais que le traditionnalisme islamique et les formes du fondamentalisme religieux, eux, n'ont pas raté le virage de la modernité numérique. Et ça, c'est un volet, évidemment, que Asna, ici présente, est bien plus à même que moi de pouvoir disserter dessus. Et donc, moi, mon idée, c'est de dire que pour apporter de la nuance et une forme de complexité, il faut créer des supports. Et ce support, c'est ce campus Lumière d'Islam. Et aujourd'hui, il y avait quelque chose qui m'avait complètement frappé au moment où on créait ce campus, c'est que, et ça faisait partie des échanges que j'avais aussi avec Olivier, c'est que nous avons un déficit historique. C'est que pour comprendre la question islamique dans le temps présent, il faut avoir un recul. Ce recul manque, parce qu'on est complètement prisonnier du temps présent. Et donc, dans ce campus qu'on a intitulé Lumière d'Islam, on a mis l'accent important des relations entre la France, je dirais de la dynastie carolingienne jusqu'au temps présent. Donc, du 8e siècle jusqu'à l'ère des libérations et la question de l'islam contemporain. Voilà. Ça faisait partie d'un gros bloc. Le deuxième, et je dirais que la Fondation de l'Islam de France, parce que je dirais un mot sur sa dénomination, aurait pu s'appeler Fondation République Islam. Parce qu'à certains égards, comme la Fondation de l'Islam de France est une fondation culturelle, on aurait pu dire et exposer d'un point de vue problématique que le vrai sujet de fond, c'est la place de la religion islamique ou la place du sujet islam dans la République laïque. Et donc, on a créé une rubrique qui s'appelait République et Islam. Ensuite, on avait créé une rubrique qui s'appelait l'islam dans l'histoire. Parce que pour donner du sens à la question islamique, encore faut-il connaître sa généalogie historico-civilisationnelle. L'islam au pluriel,
Pour nous, c'était fondamental parce qu'une des manières pour contrer le discours, on va dire, très simpliste ou très manichéen d'un fondamentalisme religieux, et notamment auprès d'une jeunesse française de tradition musulmane, fallait lui montrer la pluralité du champ islamique. C'est-à-dire qu'il existe des courants schismatiques de l'islam. Je pense à l'ouvrage d'Henri Laouste qui montrait la complexité des courants de l'islam. Et pour nous, c'était une manière fondamentale pour montrer que dans cette pluralité, il fallait déconstruire le sujet. Enfin, deux autres rubriques. Pensée, culture et art en islam, et l'islam en débat. C'était de montrer les débats contemporains relatifs à la question islamique, ce que fait le champ académique, et dont nous, notre objectif, c'était de les vulgariser. Et penser culture et art en islam, je dirais, c'est l'âme de la fondation, de dire que l'antidote aux idéologies meurtrières, c'est de revivifier cette grande tradition de l'islam classique, de la prose, de la langue arabe classique et de sa poésie comme forme d'antidote. Évidemment, beaucoup de nos concitoyens et ceux qui nous avaient écrit et relancé étaient très sceptiques sur la force du substrat culturel comme antidote, on va dire, à ces idéologies. Mais c'est le rôle aussi de la Fondation que de promouvoir et de montrer aussi qu'il y a d'autres visages de l'islam. On a réalisé plus de 200 vidéos. Une centaine de vidéos ont été réalisées par la Fondation, donc et d'ailleurs, certains d'entre vous ont participé à ces vidéos. Donc, une centaine d'intellectuels ont participé de manière totalement désintéressée au lancement du campus Lumière d'Islam. Évidemment, il nous faudrait des moyens considérables pour que ce travail soit davantage vu, déjà d'une part dans l'espace numérique, et de nouer des partenariats avec les grandes chaînes de télévision pour valoriser ce très beau travail. Alors, je dirais après quelques mots sur les difficultés, parce que c'était aussi l'intitulé aussi de mon intervention, et je dirais pourquoi c'est pas aussi simple. J'en viens après le volet de la connaissance, un deuxième axe qui est le volet de la recherche académique. Alors, il s'avère que mon président actuel, Raleb Benchir, ou Jean-Pierre Chevènement, et les deux, ont un souci profond et une haute considération pour le débat académique. Et dans ce débat académique, le tropisme était porté sur la tradition islamologique. Il y a une grande tradition savante en France de l'orientalisme islamisant. Je dirais d'Henri Laouste, en passant par Henri Corbin, à Louis Massignon, Régis Blacher, évidemment je pourrais tous les citer, Charles Pella. Aujourd'hui, qu'en est-il de cette tradition? Il s'avère qu'on a énormément soutenu au sein de la Fondation de l'Islam de France la sortie des travaux de Mohamed Ali Amir Moïsi sur l'approche coranique, sur tous les nouveaux travaux philologiques, historiographiques sur l'approche coranique, mais on est en droit de s'interroger sur, d'une part, leur diffusion, leur impact. Et donc, nous, notre idée, pour valoriser la recherche académique en islam, c'était de prendre des questions contemporaines et de proposer à des chercheurs de pouvoir travailler dessus. Et nous, eu égard à ce qui s'est dit aujourd'hui, certaines des thématiques font partie des axes de politique de la recherche de la Fondation. La question du théologico-politique en islam, pourquoi il y a une frontière poreuse entre islam et islamisme, et comment il faut engager ce débat pour essayer de délimiter les sujets et pour comprendre et pour permettre en fait à l'ensemble de la société d'identifier qui sont les acteurs. Parce que moi, ce qui me catastrophe un peu aujourd'hui, c'est l'essentialisation totale. Je veux dire, de l'acteur musulman complètement fantasmé, complètement assimilé en fait à l'objet de l'islamisme. Et je dirais quelques mots d'ailleurs à ce sujet qui sans doute feront sourire ou interroger certains. Donc la question du théologico-politique, la désacralisation de la violence, la question du corps dans la question islamique, on le voit à travers la question passionnelle du voile, la question du féminin en islam, donc tout ça participe à ce que j'appelle à la question du corps, et un enjeu qui nous semble fondamental, qui est la question de la liberté de conscience. Voilà. Dominique Avon vient de paraître une grande somme consacrée à ce sujet, donc on travaille avec lui pour construire un grand colloque académique et lui donner la visibilité qu'il se doit à un enjeu qui nous semble central, mais qui touche pas simplement le monde islamique, puisqu'évidemment il y a une sorte de focalisation très forte sur la question islamique, mais aujourd'hui toutes les religions, et toutes les religions sont soumises à des tendances intégralistes où la question de la liberté de conscience est interrogée.
À ce jour, la Fondation a octroyé 6 bourses de recherche, 2 allocations de recherche et 4 bourses de master. Donc je reviendrai un peu, mais ça regroupe tous les sujets que je viens de vous évoquer. Malheureusement, on n'a pas pu monter davantage en puissance, eu égard aux moyens qui sont alloués à la Fondation et aux problèmes de collecte de fonds de la Fondation. Je dirai un mot sur ce sujet. Donc, tout simplement pour vous dire que ce soit sur le volet de la connaissance de l'islam ou le volet de la recherche, la Fondation, elle est mobilisée pour, un, favoriser la pensée critique, de pousser les acteurs musulmans à s'interroger sur certaines limites, sur des problèmes auxquels il est confronté en tant que phénomène culturel, civilisationnel et religieux, parce que c'est l'objet de la Fondation, mais aussi de valoriser le beau dans la tradition islamique. Parce que sinon, certains acteurs vont dire que vous n'êtes simplement là que pour brocarder. Et donc, nous, on a choisi voilà, une dialectique. C'est-à-dire que oui, il y a des problèmes, il faut les aborder, et que la FIF est le lieu en fait de la pensée critique pour aborder les questions qui fâchent, et en même temps, dans un contexte où la composante islamique se sent diffamée, stigmatisée, que pour faire corps avec la nation, il faut valoriser la transmission du beau et de son héritage culturel civilisationnel. Voilà. Et ça, c'est le pari de la Fondation. Le troisième axe, que j'ai plus ou moins abordé, c'est le pôle éducatif et culturel de la Fondation. Ce pôle éducatif et culturel, je dirais qu'il est l'âme de notre travail et de cette institution. À qui il s'adresse? Il s'adresse à tous les Français. Parce qu'aujourd'hui, la question islamique revêt une cause nationale. Mais si on a un public cible, je dirais, c'est la jeunesse française de tradition musulmane, qui a besoin de repères socioculturels, qui s'interroge sur qui elle est, sur sa place dans la nation, sur le rapport qu'a la nation France à l'égard de son passé islamique et de la question islamique et de ses musulmans. Tout ce pôle éducatif et culturel est articulé autour aujourd'hui de ce que j'appelle la transmission du récit national à travers la question islamique. Je vous donne un exemple pour être très précis. On a soutenu la construction d'expositions. Des expositions consacrées, et nous sommes dans un lieu qui symbolise l'institution militaire, la commémoration des soldats de tradition musulmane qui sont morts pour la France. Et je peux vous assurer que j'ai effectué une trentaine de pérégrinations dans des instituts islamiques pour promouvoir ces expositions. La majorité des jeunes ne savaient pas que leurs aïeux ont participé aux guerres de France. Et quand je dis la jeunesse française de tradition musulmane, et en partie aussi une partie de la composante nationale qui n'a pas de substrat islamique, qui elle-même me disait, je ne savais pas, que des soldats de tradition musulmane étaient morts pour la France. Et donc évidemment, avoir comme président Jean-Pierre Chevènement m'a donné, on va dire, une personnalité par rapport au patriotisme républicain. Et donc moi, mon idée, c'était que voilà, comment concilier la question du patriotisme républicain avec le référent islamique. Parce qu'aujourd'hui, les questions d'identification, les questions d'hybridation culturelle sont au cœur, en fait, des enjeux sociologiques. Et donc, notre rôle à nous, c'était de pouvoir enraciner, voilà, à travers la question nationale, une partie de la jeunesse de tradition islamique. De même qu'on a fait une exposition, et ça va vous faire sourire sans doute, une exposition consacrée à l'émir Abdelkader. Et on a fait un colloque à Sciences Po pour promouvoir la figure de l'émir. Mais évidemment, on n'a pas fait que Sciences Po Paris. On est parti dans des instituts de culture islamique pour promouvoir la figure de l'émir. Et il s'avère que j'ai été l'animateur de cette exposition. Et la majorité des jeunes ne connaissaient pas l'émir. Et quand je dis les jeunes, ce sont aussi les anciens. Et quand certains connaissaient l'émir, ils ne connaissaient l'émir simplement que dans son héroïsme anticolonial, mais ils ne connaissaient pas les relations qu'avait l'émir avec le duc d'Aumale. Ils ne connaissaient pas les relations épistolaires entre Monseigneur Dupuche et la figure de l'émir. Et donc, pendant 20 minutes, j'ai intéressé une partie de notre jeunesse aux relations entre Napoléon III et la figure de l'émir Abdelkader. Et je peux vous assurer qu'une partie de l'auditoire a fini bonapartiste à la fin de mon propos. Parce que c'est la première fois qu'ils entendaient que Napoléon III avait discuté avec un leader spirituel de l'islam, et ils ont été surtout taraudés par l'humanité
de l'émir et la manière dont il a traité même ses adversaires. Et ça suscitait énormément d'interrogations chez une partie de la jeunesse. Donc après, des questions m'ont été posées sur le pourquoi de la non-transmission de la figure de l'émir dans nos manuels scolaires. Parce que là, évidemment, ils sont en droit et sont légitimes à se poser aussi certaines questions sur la place que revêt la question islamique dans nos manuels scolaires. Alors, il s'avère qu'au sein de la Fondation, on a des relais institutionnels, donc on discute énormément avec le volet pédagogique, institutionnel de l'éducation nationale, et je peux vous assurer de leur frilosité intellectuelle à aborder la question du fait religieux, mais ne serait-ce que de manière profane. Je dirais que depuis l'apparition du rapport de Régis Debray, évidemment, sans être un spécialiste de la construction pédagogique de nos manuels et des programmes, qu'on a une vraie difficulté intellectuelle à appréhender le sujet. Et d'ailleurs, lorsque la FIF, la Fondation de l'Islam de France, a été instituée, je me souviens d'un beau livre écrit par ce que j'appelle un journaliste intellectuel, c'était Jean Birnbaum, Le silence religieux. C'est-à-dire que notre incapacité, en fait, à nommer le phénomène religieux, et notamment sur la question du djihadisme, à trouver 1000 raisons à l'extraire, en fait, du substrat islam. Donc, ça n'a rien à voir avec l'islam. Et c'est les mêmes difficultés auxquelles je suis confronté de manière sempiternelle à la Fondation. Il y en a d'autres, mais celles-ci en font partie. Et donc, toutes ces expositions, ces pièces de théâtre ont pour un seul objectif de montrer à notre jeunesse la figure du beau dans la tradition islamique et en même temps de souligner la complexité des relations entre France et Islam et pour leur donner des repères socioculturels par rapport à ce récit, parce qu'il se pose de nombreuses questions. Je pourrais évidemment rester de manière très longue par rapport à ce dossier. Donc, j'aborderai le dernier volet, qui est la formation profane des cadres religieux et le dialogue interreligieux. Il ne peut avoir un islam de France sans une politique de formation à destination des cadres religieux. À ce jour, la Fondation de l'Islam de France a octroyé plus de 170 bourses à destination des cadres religieux. D'ailleurs, je vous renvoie au rapport d'activité triennale de la Fondation qu'on vient récemment de paraître, où vous avez toutes les informations relatives à nos activités, et notamment celle-ci. J'ai constaté une double difficulté. Le premier, c'est les relais dans les territoires. C'est-à-dire comment avoir des relais cultuels pour pousser les cadres religieux à s'inscrire dans une formation civile et civique. Ça a été très difficile aussi de faire comprendre à certains acteurs institutionnels que la Fondation travaille sur le volet de la formation profane et non théologique, parce que la nuance, elle est de taille. Et on a constaté que beaucoup de cadres s'inscrivaient dans ces formations alors qu'ils ne maîtrisaient pas les rudiments classiques de la langue française. Et donc, on est dans une double difficulté, c'est que comment avoir un islam français si une majorité de ces cadres, et notamment ceux qui professent la foi dans les lieux cultuels, sont d'origine étrangère et nés sur le territoire étranger. J'incrimine nullement les gens qui sont étrangers. Mais ça pose des questions sur les difficultés d'enracinement et de compréhension de la société française et de ses enjeux. Et sur le dialogue interculturel, pour finir, parce qu'on est très engagé sur le respect et le dialogue interreligieux, on avait réalisé un événement pour vous dire un peu ce qu'on essaie de faire au Collège des Bernardins en invitant le représentant de l'Institut dominicain des études orientales, Adrien Candiard. Et on a eu un très bel échange, une grande conversation intellectuelle sur les enjeux du débat islamo-catholique dans la société française. Parce que c'est lié. C'est qu'on est dans un contexte de sécularisation très forte, une forme, et évidemment je mets ça avec des nuances parce que certains sociologues l'ont employé, de déchristianisation et ce que j'appelle la crise de la matrice catholico-républicaine. Et cette crise de la matrice catholico-républicaine n'est pas sans lien aussi avec la crise que nous avons avec la question islamique et simplement dans notre regard vis-à-vis de cette problématique. Voilà. Et je dirais, pour conclure, que le grand projet de la Fondation de l'Islam de France qui a été engagé depuis Jean-Pierre Chevènement jusqu'à Raleigh Bencher jusqu'à aujourd'hui, c'est de créer une grande exposition Europe-Islam, 15 siècles d'histoire, qui serait un peu l'âme et la philosophie et l'esprit de cette fondation. Et je dirais en forme de conclusion que compte tenu des convulsions de la question islamique à l'échelle du globe et sur notre territoire national, dans un contexte où on ne cesse de s'interroger sur la question nationale, sur cette jeunesse, sur les hybridations culturelles, je dirais que le travail qui est le nôtre au sein de la Fondation, en toute modestie,
a pour objectif de construire une politique de l'amitié civique dans un contexte de crispation à outrance. Voilà. Et je dirais que si je peux convoquer un auteur et un poète romantique, je penserais à Hölderlin, parce que c'est au moment des attentats où je me suis dit qu'il fallait quand même témoigner du chaos qui aurait pu être le nôtre a posteriori des attentats de 2015, que là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Et j'ai tendance à dire que la modestie de notre travail y contribue. Merci. Merci. Alors, on a une question, ou plutôt une interrogation qui dit: que comptez-vous faire pour avoir plus de visibilité auprès de la base? Puisque je découvre la FIF, mais pour la majorité des communautés musulmanes, cette fondation est totalement inconnue. Alors évidemment, c'est un peu dur d'entendre cela. Oui. Alors évidemment, on est très présent sur les réseaux sociaux. Après, évidemment, je pense que notre travail a vocation à grandir. C'est-à-dire qu'on a mis sur orbite, on va dire, cette fondation. Ça a pris 4 ans de l'institutionnaliser et de faire des actions. Mais aujourd'hui, évidemment, il faut un autre cycle. Et ce cycle, c'est d'aller dans les territoires. On a commencé par les universités populaires itinérantes, c'est-à-dire d'aller dans tous les territoires de France pour aller à la rencontre du public. Je peux raconter certaines anecdotes où certains maires nous ont contactés parce qu'ils ne nous connaissaient pas. Ils avaient l'impression qu'on était une fondation confessionnelle. Même une partie du corps préfectoral ne connaissait pas exactement les aboutissants de la fondation. Donc j'ai dû répondre évidemment à l'ensemble de ces écueils. Et la composante islamique en fait aussi partie. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'interrogations sur les attributions. Donc j'ai essayé d'être le plus succinct possible sur ce que nous faisons. Sur comment distinguer culte et culture. C'est pour ça que je disais que le nom de la fondation ne nous facilite pas la tâche, parce qu'il renvoie à un inconscient cultuel, même si c'est islam avec un grand I, qui renvoie aux civilisations et aux cultures d'islam. Donc j'ai évoqué aussi le campus Lumière d'Islam, parce que j'ai donné des supports sur lesquels une partie du public pourrait avoir une idée du travail réalisé, et je pense que le rapport d'activité en fait partie. Parce que je pense que dans le milieu islamique, entre guillemets, je pense qu'il y a très peu d'acteurs qui rendent compte de leurs activités, autant sur les éléments budgétaires que sur le fond. Et donc, on est très heureux d'avoir fait paraître ce rapport qu'on a adressé évidemment aux acteurs institutionnels et qu'on peut retrouver sur le site de la Fondation. Alors, on a une autre question. Est-ce que l'imam est considéré comme un cadre religieux? L'imam ? Oui, Oui, alors nous considérons cadre religieux, c'est-à-dire que quand j'avais employé cette expression, j'envoie aux aumôniers, au personnel associatif cultuel musulman et aux imams. Et c'est pour ça que d'ailleurs c'est une très bonne question, parce que notre politique de bourse pour inciter les cadres religieux à s'inscrire dans une formation civile et civique touche tout ce public. Voilà. Je pense que les panélistes auraient sans doute des questions, des remarques. Tu les convoques. Est-ce que les panélistes ont des questions? Homero, Géraldine, Marwan, Juliette, je ne sais pas qui d'autre reste. Éventuellement une petite question pour Chieb. Oui, je t'en prie, vas-y. Pour le futur de la fondation, donc le président Macron avait fait des annonces. Est-ce qu'il y a une traduction opérationnelle qui est déjà en cours? Alors, Homero, bonjour. Hop, je mets ma caméra, excuse-moi. Oui, non, il n'y a pas de... Bonjour. Pour répondre de manière très franche à ta question, c'est que comme il y a des enjeux de gouvernance au prochain conseil d'administration de la Fondation, le président Macron a octroyé une dotation de 10 millions d'euros à la Fondation, mais je précise que ces 10 millions d'euros, c'était sur une programmation d'actions et de projets qu'on a adressés aux acteurs institutionnels. Mais en même temps, j'en profite pour aussi poser la question de la collecte de fonds. C'est-à-dire qu'une fondation n'existe que si, évidemment, il y a énormément de dons qui sont octroyés à la fondation. Et je le dis de manière très franche, on a sollicité toutes les grandes entreprises du CAC 40, aucune n'a souhaité participer aux actions de la fondation, à cause du mot islam, à cause de la crispation que revêt la question islamique.
Alors, si une partie de la composante islamique, pour des raisons qu'on peut tout à fait comprendre, parce elle est aussi dans une défiance institutionnelle, et on peut tout à fait le comprendre, ne donne pas, on va dire, à la Fondation de l'Islam de France, et qu'une partie des grands entrepreneurs non plus, donc on est dans une situation évidemment délicate. Et c'est pour ça que la question de la pérennité de la fondation est essentielle. Et c'est pour ça que je disais au public aujourd'hui que la dénomination de la fondation est un enjeu fondamental. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier de fond le projet originel du ministre Cazeneuve. C'est-à-dire que son idée, c'est que si le CFCM de l'époque devait déboucher sur une association cultuelle, intégrer la fondation de l'Islam de France, et que cette fondation avait un volet cultuel et un volet culturel. Et aujourd'hui, je dirais que la fondation est bancale, elle a simplement un volet culturel. Et donc, une partie des acteurs s'interrogent sur comment faire société, comment faire corps avec cette fondation, simplement avec un volet éducatif et culturel. Et donc ça, il faut l'incarner, le volet éducatif et culturel, pour toucher aussi la jeunesse. Et c'est pour ça que le lien entre culte et culture, il est indispensable pour la fondation. Sinon, on ne peut pas travailler. Voilà. Alors oui, il y a une question. Entretenez-vous des relations avec le CFCM? Si oui, lesquelles? Alors, nous, on discute avec pléthore d'acteurs religieux. Bon, alors aujourd'hui, je dirais que c'est un peu compliqué compte tenu de la situation actuelle. Mais pour travailler sur la formation profane des cadres religieux, c'est impossible de travailler si on n'a pas des relations étroites. Voilà, avec les cadres cultuels et les différentes fédérations qui composent l'islam de France. Mais j'ai envie de dire que l'islam de France est lui-même sur le plan théologique très composite. Donc évidemment, le CFCM est un acteur. Et évidemment, il y a d'autres acteurs. Mais je dirais que pour la Fondation, ce qui est très important, c'est de voir ce que va donner le processus qui est enclenché actuellement autour de la départementalisation du culte. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie ingénierie à avoir sur approche culturelle et territoire de la France sur ces problématiques-là, que ce soit sur la formation profane ou sur le déploiement des actions de la Fondation à l'échelle du territoire national. Bon, parfait. On a une autre question et puis après, je pense que Chieb répondra à vos questions directement. Est-ce que vous acceptez des fonds venant de l'étranger? Alors, cette question a été abordée au sein du conseil d'administration. Donc, vous avez vu, je suis un garçon très franc, je dis la vérité. Dès le départ, au moment de la création de la fondation, on a sanctuarisé les fonds et l'origine géographique des dons sur l'espace européen. Pourquoi l'espace communautaire européen? Parce qu'on avait peur, évidemment, de l'influence transnationale des pays de culture islamique sur la fondation. Donc, si on dit qu'on est favorable à une tradition gallicane, ou on va dire un islam européen pour élargir, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus sur une problématique européenne du fait religieux islamique, bah, il faut cantonner ces dons pour préserver, on va dire, une forme d'indépendance. Mais la difficulté, et je pense que la question qui m'est posée est très pertinente, parce que dans un contexte où personne ne peut soutenir financièrement, évidemment, il y a des acteurs du Levant ou du Golfe qui sont très intéressés par ces problématiques et qui pourraient évidemment, à travers la FIF, évidemment, favoriser une politique du soft power. Sauf que dans les statuts, ils nous sont interdits. Voilà, donc ça veut dire que c'est de manière très simple, et je pense que la puissance publique a eu peur, évidemment, de l'influence nocive que pourraient avoir certains pays à l'égard des activités de la Fondation. Merci beaucoup, Chieb. En tout cas, merci à vous, et je pense qu'on pourrait dialoguer pendant des heures sur ce sujet. Mais en tout cas, moi, je me tiens à la disposition d'Olivier, d'Amélie, et pour toute manifestation en lien avec ces problématiques. Voilà. Merci à vous.